Bonjour à tous, bienvenue sur une deuxième vidéo sur Ngannou contre Cyril Gane. Évidemment, on va en parler plus d'une fois. Alors tous ceux qui n'ont pas vu ma première vidéo, vraiment allez la voir, c'est celle qui sera probablement la plus qualitative. Ici, j'ai reçu un commentaire qui disait que ça aurait été sympa d'analyser aussi les stats de ce combat, avant ce combat. Et donc je suis d'accord avec ça, j'ai toujours aimé les stats, même si ça ne veut pas toujours dire quelque chose. Il y a un côté intéressant à analyser les stats et à essayer de les faire parler. Évidemment, je suis toujours du genre à dire que le meilleur moyen d'analyser un combat, c'est de regarder les combats. C'est là où on va tirer le plus d'informations. Cependant, on sait qu'il y a des très très bons parieurs dans le sport qui se basent uniquement sur les stats. Limite, ils ne connaissent pas du tout le sport. Ils regardent juste les chiffres et sur base des chiffres et des codes de paris, ils prennent leurs décisions et pour certains, ça marche très très bien. Comme quoi, l'analyse de stats a aussi un apport, surtout si on le combine au final à des connaissances ou à une analyse visuelle de ce qui se passe en combat. On va directement commencer. Donc il y a Numbers MMA sur Twitter. Je ne suis pas en relation avec lui ni quoi que ce soit, mais je trouve qu'il fait du très très bon boulot. Il arrive à épingler des chiffres, des statistiques, des classements qui sont très intéressants. Chouette à voir. Et donc, en fait, tous les screenshots que j'ai pris ici viennent de sa page à lui. Donc, si tu es sur Twitter, il a même un compte Instagram, Numbers MMA. Toujours intéressant de voir ce qu'il propose comme travail. Donc, je vais passer au travers de son analyse classique. Donc ça, c'est les chiffres qu'il donne sur tous les main events. On a déjà celui pour Francis Ngannou contre Cyril Gane, donc on peut en discuter ici et essayer de tirer des conclusions qui pourraient peut-être un peu modifier notre opinion ou peut-être un peu plus nous exciter sur le combat. Donc, première ligne, Fight Time. Sans grande surprise, quoique, Francis Ngannou n'a passé que 1h13 dans la cage de l'octogone. Cyril Gane, quant à lui, 1h45. Donc il n'y a pas grand-chose à interpréter ici. Ngannou a moins d'expérience en durée de combat que Cyril Gane. Alors attention, c'est que les combats UFC ici qui sont considérés. Il faut mettre ça en corrélation avec une deuxième statistique. Francis Ngannou, il a 13 combats à l'UFC. Cyril Gane en a 7, ce qui veut dire qu'évidemment en durée moyenne, et ça vient sans surprise, Francis Ngannou, ses combats durent moins longtemps que ceux de Cyril, qui notamment sur l'année précédente, en 2021, a connu 2 décisions de 5 rounds. Donc évidemment, son temps de combat augmente, sa moyenne de combat augmente également. Pas grand chose à tirer là-dessus. Je pense qu'en termes d'expérience, on ne peut pas vraiment dire qu'il y en ait un qui ait l'avantage sur l'autre. On peut toujours dire que Cyril Gane est assez jeune dans sa carrière, mais il a montré une vraie maturité. A l'inverse, Francis Ngannou a passé moins de temps dans la cage, même s'il a eu plus de combats que Cyril Gane, mais il a aussi pris en maturité, notamment suite à ses 2 défaites d'affilée contre Stipe Miocic et Derrick Lewis. Donc voilà, ici c'est une stat intéressante, il n'y a pas de leçon spécialement à tirer, si ce n'est que comme tout le monde le dit, entre guillemets, plus le combat perdure, plus ce sera à l'avantage normalement de Cyril Gane et que Francis Ngannou, la structure de ses combats, c'est plus court et donc s'il n'arrive pas à mettre KO dans les 2 premiers rounds, ça va devenir de plus en plus compliqué pour lui, même si la plupart d'entre nous sont capables de l'imaginer scorer un KO, peut-être dans le 3e, voire le 4e. Moi, je me rappelle de son premier combat contre Stipe Miocic où il était crevé et je crois que c'est dans le 4e round, il met encore un crochet où on voit que Stipe, il est surpris par la puissance de Francis. Alors, point suivant, assez intéressant toujours à regarder, c'est le pourcentage de temps passé en pied-point. Ici, c'est pas debout, c'est vraiment à distance, en sachant que Numbers MMA considère le contrôle de l'adversaire comme étant le grappling, mais aussi le clinch à la cage, le clinch debout. Donc, Francis Ngannou, 2/3 de son temps, ça se passe à distance, debout. 1/3 de son temps, c'est au clinch ou au sol, en sachant que quand c'est au clinch ou au sol, c'est lui qui se fait le plus contrôler. Alors ici, je sais que, comme je disais tout à l'heure, il y a des parieurs qui ne regardent pas du tout les combats. Ici, il faut regarder les combats, évidemment. Pourquoi il y a 30% de temps de combat où Francis se fait contrôler? C'est son premier combat contre Stipe. Évidemment, il a duré 25 minutes. Sur les 25 minutes, il s'est fait dominer quasi l'entièreté des 25 minutes. Et sur sa carrière qui a duré que 1h13, on monte très très vite à ces 30%. Il a eu aussi son premier combat contre Curtis Blades, où il s'est fait amener au sol 2 fois, si je ne me trompe pas. Donc voilà, de manière générale,
Francis Ngannou cherche à rester debout, cherche à rester à distance, et ses adversaires qui avaient la compétence pour le contrôler ont cherché à le faire. Et pour 2 d'entre eux, ils sont arrivés avec brio le temps que ça a duré. Donc Curtis Blaydes, il y est arrivé à le contrôler, mais le combat a été arrêté entre le 2e et le 3e round parce que son œil ne s'ouvrait pas. Stipe Miocic, il y est arrivé complètement dans le premier round, dans le premier combat entre eux deux. Par contre, dans le deuxième, il y est absolument pas arrivé. Donc ça aussi, c'est à prendre en considération, c'est que ces chiffres-là, c'est sur l'entièreté de la carrière, et que ce soit pour Ngannou ou pour Gane, ils sont en constante évolution, ils sont arrivés très jeunes dans leur carrière à l'UFC, ils ont pris en maturité, et ces chiffres vont probablement augmenter vers plus de distance, évidemment. Donc ici Ngannou, 2 tiers de son temps, c'est debout. Cyril Gane, et ça c'est très intéressant, 92% de son temps, c'est debout. Le peu de clinch ou de sol qu'il y a, c'est très très largement lui qui a le contrôle. Donc ça, c'est une stat intéressante. Je vais garder ça pour un tout petit peu plus tard. Dans mon analyse, dans l'autre vidéo, je disais que ça n'allait certainement pas aller au sol. Peut-être un peu de clinch du côté de Cyril Gane. J'ai revu encore une fois le combat contre Derrick Lewis. À un moment, quand Derrick Lewis le met sous pression, il va chercher réactivement le clinch. Donc je ne vois pas Cyril Gane aller chercher proactivement un takedown ou le clinch, parce que c'est là où les crochets ou les uppercuts de Francis peuvent vraiment faire des dégâts. Par contre, s'il se sent sous pression et qu'il voit un Francis rentrer sur lui avec les bras grands ouverts, il va peut-être chercher le double underhook à partir de là. Je ne dis pas qu'il va le chercher pour amener au sol, mais pour aller chercher peut-être un contrôle à la cage. Ça dépendra de ce qu'il considère comme étant une dépense d'énergie ou pas. Ou alors il va peut-être juste chercher le clinch pour se mettre en sécurité, chercher la séparation et recréer une distance. Mais donc voilà, cette stat est intéressante parce que en la combinant à la revue du combat contre Derrick Lewis, et en partant du principe que Francis Ngannou va peut-être prendre ce game plan, comme j'expliquais dans l'autre vidéo, de prendre le centre et d'essayer de garder le contrôle de l'espace, on pourrait avoir un Cyril Gane qui travaille de l'extérieur, qui bouge beaucoup, mais s'il se sent cadré, il va peut-être justement chercher le clinch plutôt que chercher à défendre avec une garde haute. Ici, sur les 3 lignes que je suis en train de montrer, 1, 2, 3, c'est tout ce qui se passe debout à distance. Donc la première ligne, c'est le nombre de coups qui ont touché versus à droite le nombre de coups tentés, et ce qui donne un pourcentage de précision. Donc du côté de Francis Ngannou, par minute, il va toucher 2,41 fois son adversaire sur 7,35 tentatives, ce qui fait une précision de 1 coup sur 3 qui touche. Ce n'est pas une précision extraordinaire. Ça peut se justifier notamment parce que ses adversaires, évidemment, ont peur de Ngannou, et donc ils vont avoir tendance à désengager. Si Ngannou engage, eux désengagent, et c'est la défense la plus facile en MMA, c'est créer la distance et faire en sorte d'être en dehors du range dans lequel Francis peut nous toucher. Donc c'est une précision qui pourrait sur papier paraître mauvaise, mais elle se justifie notamment parce qu'on ne cherche pas à contrer Ngannou, c'est un trop gros risque, en gros. Son adversaire, Cyril Gane, 4,34 touches par minute sur 8,17 envoyés avec une précision de 53%. Une précision de 53%, c'est plutôt pas mal. Et 8,17 tentatives debout, c'est un haut volume de jeu. Ça se considère comme un haut volume de jeu chez les heavyweights. Donc évidemment, le volume de jeu augmente inversement au poids. Chez les poids lourds, on envoie moins de frappes parce que ça demande plus d'énergie d'un côté et parce qu'encore une fois, un contre qu'on prend, ça nous met KO plus rapidement avec une plus haute probabilité que chez les flyweights. Il y a toujours une probabilité de prendre un KO sur un contre, mais cette probabilité augmente chez les poids lourds par rapport aux flyweights. En termes de coups encaissés versus le nombre de coups que l'adversaire envoie, on va d'ailleurs justifier ici cette ligne que je viens de dire juste avant. Sur Francis Ngannou, on essaie d'envoyer que 4,60 frappes par minute. C'est moins d'une frappe tentée toutes les 10 secondes. Ça veut dire vraiment que Francis Ngannou fait peur. On n'ose pas engager contre lui et on n'ose pas contrer quand il engage. C'est un peu ça qu'on retient de cette statistique. Par contre, il encaisse 50% des coups qui lui sont envoyés. Donc défensivement, il est, on va dire, dans la moyenne. Cyril Gane, par contre, on a moins peur d'attaquer contre lui. Déjà,
lui-même impose un plus haut volume de jeu. Et comme je le dis, ses adversaires vont plus facilement chercher à le contrer, ce qui fait qu'il y a plus de frappes envoyées contre lui par minute que contre Ngannou. Par contre, sa précision, elle est oufissime parce qu'il va encaisser grosso modo la même chose par minute que Ngannou, malgré qu'il y ait plus de frappes qui lui sont envoyées. Il a une défense de 63%, ce qui se justifie notamment par ses in and out. C'est aussi par 2 points en fait, c'est in and out, le fait qu'il rentre et qu'il sorte du range de contre, et surtout qu'il a souvent le milieu. Il contrôle souvent le milieu de la cage, ce qui lui donne cette option de désengager quand lui le souhaite. Évidemment, ça lui permet d'avoir des bonnes stats en pourcentage de défense. Alors, du coup, en moyenne, Ngannou se fait autant toucher qu'il ne touche ses adversaires, 2.41 versus 2.31 par minute, alors que Cyril Gane, il y a un différentiel de touche qui est plus impressionnant. Il va toucher 1.98, 98 fois plus que son adversaire. Donc il va toucher son adversaire 4.34 fois par minute quand c'est debout et se faire toucher seulement 2.37 fois. Donc on va dire ça comme ça. Cyril Gane, sa stratégie de base, et c'est sans surprise, encore une fois, c'est bien que ce soit supporté par les chiffres, il va chercher à toucher sans se faire toucher, alors que Francis Ngannou, il va chercher à toucher plus fort, tout simplement. Quand il y a un échange, lui, il cherche à avoir la frappe la plus lourde de l'échange pour gagner l'échange. Cyril Gane, idéalement, il cherche à toucher sans se faire toucher. S'il y a un échange, il va chercher à toucher une fois de plus que son adversaire. En termes de knockdown, 6.30% des frappes de Ngannou scorent un knockdown. Donc, il n'a même pas besoin de toucher 20 fois pour obtenir un knockdown. Alors que du côté de Cyril Gane, il a besoin de toucher 200 fois son adversaire pour qu'une des 200 frappes soit un knockdown. Encore une fois, c'est des stats, ça ne veut rien dire. Cyril Gane pourrait très bien envoyer 14 frappes et scorer 3 knockdowns sur un combat. Mais en moyenne, il faut qu'il touche 200 fois son adversaire pour qu'une des 200 frappes soit un knockdown, alors que Ngannou a besoin que de 20 frappes pour obtenir un knockdown. Et généralement, un knockdown chez Francis Ngannou, c'est un KO. On va le voir juste après. En termes de takedown, c'est toujours intéressant de regarder, même si, comme je le disais, il n'y aura pas beaucoup de lutte dans ce combat de prime abord, et les stats le supportent. Ngannou, par 15 minutes, il va essayer moins de 1 takedown, donc il a besoin de 20 minutes pour tenter un takedown, et il n'y en a que 1 sur 3 qui fonctionne de manière générale. Je pense que dans sa carrière, il en a scoré 2, un contre Hamilton et un dans le dernier combat contre Stipe Miocic. Et il y a que 3 fois plus de tentatives, donc il en a tenté que 6 sur 1h13. Du côté de Cyril Gane, on voit un peu plus de tentatives, avec pas tellement de succès que ça. Ici, on pourrait simplifier en disant Cyril Gane va tenter une amenée au sol par round, et par combat, il y en a un peu moins d'une qui va réussir, ce qui lui fait un taux de réussite de 22%. Ici, ça se justifie notamment parce que je pense que Gane, il fait beaucoup de foot sweep à partir du clinch, sans spécialement chercher l'amener au sol, mais juste en cherchant à séparer l'action, et les statistiques vont refléter ça comme une tentative d'amener au sol. Maintenant, voilà, la stat était intéressante parce que si on croise tout simplement en diagonale avec les défenses, on essaye très peu, et ça c'est très intéressant, on essaye que, en gros, un combat sur 2, il y a un combat qui va à la décision sur 2, il y a une tentative de takedown sur Cyril Gane. C'est fou, parce que Cyril Gane, il domine debout. Et c'est fou de se dire qu'il y a si peu de tentatives de takedown sur Cyril Gane. Et ça se justifie parce que c'est lui, et je l'ai bien répété dans la première vidéo, c'est toujours lui qui a le contrôle sur le combat, c'est toujours lui qui a la main mise sur le combat, c'est toujours lui qui a la main mise sur la distance, et la distance qu'il impose fait peur à l'adversaire pour partir sur un takedown parce qu'elle est lointaine. Donc quand on voit l'adversaire qui est loin, on ne veut pas shooter dans les jambes parce qu'on pense directement genou sauté, uppercut en contre, parce qu'il a le temps de voir venir ce takedown. Et donc le peu de takedowns qui ont été essayés sur lui n'ont pas été à succès. Donc clairement, Ngannou, il essaye très 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 peu de takedowns, il en réussit très peu, et il est face à quelqu'un qui n'a jamais été mis au sol et sur lequel on essaye très peu d'amener au sol. Donc je pense que ça vient comme... Encore une fois, je dis beaucoup, ça ne vient pas comme une surprise. Ngannou ne va pas tenter d'amener au sol sur Cyril Gane, ou en tout cas ce serait très surprenant. Et de l'autre côté, Cyril en essaye beaucoup plus, mais il a un très faible succès contre un Ngannou contre qui on essaye beaucoup de takedowns, évidemment, même si il fait peur. Quand on rentre, ça fait peur, mais une fois qu'on arrive à essayer d'amener au sol, on est un peu à l'abri de son anglaise.
Mais par contre, voilà, il y en a 2 qui réussissent par 15 minutes. Ça lui fait une défense de 72%, c'est pas mal du tout. Mais encore une fois, il faut bien se rappeler que les 2 par 15 minutes, il y en a beaucoup. Enfin, cette stat a augmenté à cause du premier combat contre Stipe. Et comme on a vu, il y a une énorme différence entre le premier combat contre Stipe et le deuxième parce qu'il a travaillé sur ça. Donc même cette stat ici, je dirais que son takedown defense va augmenter. Il va avoir un pourcentage qui va s'améliorer avec le temps. Comme il l'a prouvé, Cain Velasquez a tenté une amenée au sol super bien défendue. Il n'a même pas eu le temps d'arriver dans les jambes. J'ai montré dans ma vidéo précédente sa défense contre Curtis Blades dans la revanche. Et on l'a vu dans le dernier combat contre Stipe. Ça s'est amélioré. Alors, la dernière stat ici que je veux passer en revue, c'est strike efficiency versus expectation. Donc ça, c'est une corrélation que le gars fait, Numbers MMA, qui dit que par rapport à ses statistiques habituelles, et par rapport aux statistiques de son adversaire, son efficacité en pied-point va diminuer de 6,30%. Donc, il va toucher 6,30% en moins Cyril Gane que d'habitude. Donc, il va plutôt se diriger vers les 27% de précision. Et à l'inverse, il va se faire toucher plutôt 56% du temps que 50%. Et pour Cyril, il y a une grosse différence ici de 16%. Donc il toucherait a priori presque 3 fois sur 4 Francis quand il essaye de le toucher. Et il aurait une très très bonne défense. Ici, c'est une stat qui est généralement très intéressante, mais je ne vais pas la prendre en considération parce que je pense que le volume de jeu de Cyril va vachement diminuer face à Ngannou, surtout dans les 2 premiers rounds où il va devoir faire preuve de patience, de prudence et de patience. Donc cette stat-là, je ne la prendrai pas du tout en considération puisqu'il faut absolument regarder qui est contre qui, et je pense, comme je l'ai dit plusieurs fois, Cyril va devoir venir avec un style assez prudent, en sachant que la dangerosité de Ngannou est au top au début du combat, et comme l'efficacité d'un vaccin va diminuer au fil des rounds. Bon, évidemment, le vaccin, c'est pas au fil des rounds, c'est au fil des mois. C'est un autre sujet. J'ai combiné cette vidéo avec d'autres statistiques qui sont très intéressantes. J'en ai parlé dans ma première vidéo et j'étais pas sûr de ma stat, mais ici, c'est le cas. J'avais bien raison. Donc il y a 11 combattants dans l'histoire de l'UFC qui ont plus que 10 KO. Et ici, c'est la liste du nombre de coups nécessaires pour scorer le KO, en moyenne évidemment. Donc évidemment, Ngannou, il a mis, Junior Dos Santos KO à son 9e coup. Il a mis KO Rozenstruik à son 6e coup. Par contre, dans le dernier combat contre Stipe, il a eu besoin de 36 ou 39 coups pour le mettre KO. Mais en moyenne, il a besoin de toucher son adversaire 18 fois pour mettre un KO. C'est exceptionnel. On regarde Derrick Lewis, il est à 43. Alors, après, la stat vient du 3 août, mais il a besoin de 43 frappes pour mettre KO. Donc, j'avais fait une blague sur mon analyse d'Derrick Lewis contre Cyril Gane en disant il faut que Cyril se fasse toucher moins de 43 fois par Lewis et il va gagner. Et Lewis ne l'a pas touché 43 fois, donc la stat a fonctionné. C'est pas comme ça qu'on doit réfléchir. Mais si on veut avoir un peu de fun, on pourrait se dire voilà. Combien de temps faut-il à Ngannou pour toucher 18 fois Cyril sur base de la stat ici? Si on fait 2.41 moins 6%, on va dire qu'il va toucher 2.2 fois Cyril par minute. On fait x5 pour un round, on arrive à 11. Et donc, en fin de deuxième round, il aurait sa frappe qui met généralement KO, et donc on doit mettre ça en corrélation est-ce que en fin de deuxième round il aura suffisamment de jus que pour mettre KO Cyril avec cette frappe. Donc c'est assez intéressant, et on pourrait aussi mettre en corrélation ici avec le 2.37 moins 16%, donc on se retrouve aussi à 2, et donc Cyril se ferait toucher la 18e fois aussi aux alentours. Donc il y a une diagonale qui se crée, et je ne serais pas surpris du coup que ceux qui regardent pas les combattants, qui connaissent rien en MMA et qui regardent juste les chiffres, se disent tiens, ce serait intéressant de mettre une petite pièce sur Ngannou par KO dans le deuxième round. Parce que statistiquement, c'est un des éléments qui ressort. Bref. Ici, il y a 2 stats qui sont assez intéressantes. Je pense que j'en ai déjà parlé. Cyril Gane fait partie des athlètes les plus précis debout en pied-point de l'histoire des poids lourds. Donc évidemment c'est Overeem en numéro 1, on voit Daniel Cormier en numéro 3, Cyril en numéro 4 et Alexander Volkov en numéro 5. Donc voilà,
Ça, c'est juste pour mettre en parallèle un peu la statistique de la précision de Cyril Gane. 55,4%, ça fait partie des meilleurs. Alors, il y a une petite différence. Ici, c'était 53%. Ici, c'était 55% parce que ça a été posté en août, donc avant le combat contre Volkov et avant le combat contre Derrick Lewis. La plus grosse différence de frappe envoyée versus frappe absorbée ou encaissée dans l'histoire des poids lourds, Cyril Gane se retrouve de nouveau en 4e position. Donc sur sa carrière, il a touché 314 fois en plus son adversaire qu'il ne s'est fait toucher. Donc là, on fait le nombre de fois qu'il a touché son adversaire, moins le nombre de fois où il s'est fait toucher, et on arrive à 314. Il se retrouve dans une liste avec Cain Velasquez, Cheick Kongo, Alexander Volkov et Junior Dos Santos. Ça, c'est intéressant. Junior Dos Santos qui s'est fait mettre KO très rapidement par Ngannou. Mais encore une fois, je l'avais dit dans ma preview, Junior Dos Santos a fait n'importe quoi. Il a surengagé face à un contreur meurtrier, ce qui est la pire chose à faire. Et clairement, Cyril Gane n'y va pas faire ça. Alors, ça c'est pour répéter, le volume de jeu de Cyril Gane est impressionnant. Il n'y a que 6 poids lourds dans l'histoire de l'UFC qui a plus de 5 combats et qui envoie plus de 5 frappes par minute qui touchent. Et donc Cyril Gane, 5,04 frappes qui touchent par minute à la date du 22 juin. Donc ça a changé depuis. Mais c'est impressionnant. Ça veut dire qu'il a un volume de jeu et en plus de ça, il a une vraie efficacité là-dedans. Alors ça, c'est vraiment le screenshot que je voulais montrer absolument parce que j'avais parlé des low kicks dans les 2 game plans. Dans le game plan de Gane, qu'on appellera le Gane plan, et dans le game plan de Francis Ngannou, le plus de low kick envoyés dans un seul combat poids lourd dans l'histoire de l'UFC, c'est Alexander Volkov contre Cyril Gane. Donc quand je dis que Cyril est sujet au low kick malgré sa capacité de déplacement qui est énormissime, c'est vrai. Volkov avait apporté un bon game plan à ce niveau-là, uniquement contre Cyril Gane. Il avait beaucoup touché la jambe avant de Cyril Gane, peu importe laquelle elle était, qu'il était droitier ou gaucher, elle était disponible. En 2e position, on a Cyril contre Rozenstruik. Donc ça prouve que Cyril a cette capacité d'envoyer des low kicks et donc de mettre ça comme dans son game plan en plan A contre Francis Ngannou. Et en 4e position, on a de nouveau Cyril Gane face à Volkov. Donc dans le combat Volkov contre Gane, on a eu 56 à 40 low kicks. C'est énormissime. On n'a pas de Francis Ngannou dans le classement parce que tous ces combats se finissent très vite. Mais encore une fois, ici, ce qu'on voit, c'est que vraiment, on peut intégrer les low kicks dans son game plan contre Gane. Et Gane a totalement une capacité d'avoir des game plans qui tournent autour du low kick puisqu'il est 2 fois dans le top 6. Finalement, ça c'est juste parce que c'est impressionnant. Je pense que c'est le dernier screenshot que je voulais montrer. Si on enlève le temps où un athlète est contrôlé au sol, le plus de KO, enfin la fréquence la plus haute de KO, on voit Ngannou en 3e position avec un knockdown toutes les 6 minutes 25. On voit McGregor en 2e position avec un knockdown toutes les 6 minutes 9 et James Irving qui ne combat plus était à un knockdown toutes les 4 minutes 18. C'est ultra impressionnant. Ok, ben voilà, c'est tout pour les stats. Donc ici, on a eu une petite analyse statistique de Francis Gane contre Ngannou. Encore une fois, ça veut tout dire comme ça veut rien dire. Je trouvais ça intéressant de passer au travers des stats pour voir si ça supportait ce que j'avais fait dans ma précédente analyse. Et je trouve que oui. Maintenant, voilà, comme j'avais dit, mon pronostic, c'était Gane à la décision. Si on veut se baser uniquement sur les chiffres qu'on a regardés ici, il n'y aura pas de takedown. Cyril Gane va se faire toucher 2 fois par minute, ce qui va amener à plus de 18 sur l'entièreté du combat si ça va à 25 minutes. Et donc il faudra voir si statistiquement ça respecte ça chez Ngannou, parce que ça veut dire alors qu'il gagne par KO dans la fin du 2e round, début du 3e. Ok, merci à tous d'avoir suivi. Comme d'habitude, un petit abonnement, un petit commentaire, un petit like si ce n'est pas fait. À très bientôt, on a d'autres vidéos à faire sur Cyril contre Ngannou. Je propose quelques surprises qui vont arriver dans pas trop longtemps.